Alors, bonjour à tous, à toutes. Je dois d'abord remercier très certainement le ministère de la Santé, les fédérations des CRIAS et également le comité organisateur et aussi le comité que j'appellerai scientifique sur la méthodologie et les questions qui nous sont posées par la suite. Alors, merci de m'avoir invité à cet événement. Donc, la question qui m'était posée est comment les violences sexuelles commises et subies se transmettent dans la famille, les groupes et les institutions. Je vous dirais que mon expertise en particulier, comme psychologue clinicienne et comme chercheur, comme professeur aussi, c'est davantage la première partie de la question qui est mon expertise. Alors, on m'a mis dans une zone un petit peu d'inconfort avec les groupes et les institutions, mais on verra ce que ça donnera. On m'a dit aussi que mon diaporama est un petit peu plus long que la majorité qui ont passé avant moi. Mais alors, soyez pas étonnés si je coupe une diapo ou deux. Voilà. Donc, on va parler, comme bien d'autres ici, de la transmission intergénérationnelle de la famille, mais je vais prendre l'angle de la polyvictimisation. Et là, je ne parle pas de polyvictimisation sexuelle, je parle de polyvictimisation au sens large. Et ça veut dire que Finkeler, en 2007, a amené ce concept-là de polyvictimisation et de traumatisme qui pouvaient se répertorier chez les victimes et que ça pouvait amener des traumas complexes. Et qu'à ce moment-là, il fallait travailler avec les victimes d'une façon différente que si on regardait les victimisations de façon isolée. Et on a tendance encore à regarder beaucoup la victimisation sexuelle en termes de transmission. Moi, je vous dirais que mon expérience clinique et aussi de chercheur, autant chez les adolescents, auteurs et les victimes de violences sexuelles, c'est qu'il y a un historique étendu de victimisation et de violence et que ça amène énormément de difficultés sur le plan relationnel. Alors, ça veut dire que non seulement les adolescents qui commettent des abus ont un historique de victimisation qui est plus large que sexuel, mais il y a aussi des expériences de victimisation chez les parents. Et ça, j'avais ça en tête depuis longtemps. Donc, ça veut dire notre idée linéaire de regarder la violence sexuelle versus la violence sexuelle, je pense que c'est parce que, comme clinicien, on a de la difficulté à élargir encore les concepts et à ne plus savoir quelle orientation prendre. Mais je pense qu'il le faut. Et je pense que c'est là que la recherche a son rôle à jouer. Alors, je vais juste vous montrer deux diapos avec des... c'est-à-dire... Ça a changé? Oui? OK. Alors, je pense que dans la transmission intergénérationnelle, l'erreur que l'on fait, c'est de circonscrire seulement la victimisation sexuelle et de circonscrire aussi seulement dans la transmission un principe de continuité. Moi, je pense qu'il y a aussi un principe de discontinuité. Je vous donne l'exemple suivant. Le jeune qui a commencé à vouloir abuser sa sœur, il se peut très bien que son père, lui, violente sa mère, fasse de la violence conjugale, qu'il ne veut pas ressembler à son père, il ne fera pas de la violence physique, mais il va faire de la violence sexuelle en disant qu'il n'est pas comme son père qui est en train de faire son apprentissage de la sexualité. Alors, on se retrouve avec une certaine discontinuité, mais qui est tout à fait liée. Donc, à partir de là, j'ai voulu faire des études pour vérifier ce genre d'hypothèse-là. Alors, j'ai défini la transmission intergénérationnelle avec un processus d'identification
Mais l'exemple que je viens de vous donner, c'est un exemple de contre-identification. Il ne veut pas ressembler à son père, mais tous les éléments de violence ou certains éléments de violence sont inscrits. Et ça va jouer dans les capacités d'internalisation du jeune par rapport à ses phases développementales. Alors, ça veut dire que l'hypothèse que j'ai formulée, c'est que la transmission intergénérationnelle doit intégrer à la fois un principe de continuité et discontinuité de l'enfant avec le parent, et qu'à ce moment-là, on doit élargir beaucoup plus notre évaluation de la problématique de délinquance sexuelle des mineurs et des victimes aussi de tels sévices. Alors, ce qui a été montré dans les recherches récentes au niveau de la maltraitance à l'enfance, c'est qu'on voit qu'il y a différentes formes de victimisation qui sont co-occurrentes et subséquentes. Alors, si on est trop spécifique dans le traitement, on va avoir des problèmes par la suite. Alors, j'ai dégagé des trajectoires évolutives de transmission qui seraient multiples. Un type homotypique identique, c'est habituellement ce qu'on recherche. Homotypique modifié, ça veut dire tout dépendant du jeune, ce qu'il voit de son parent comme type de violence pourrait, en raison de sa phase développementale, avoir l'homotypique mais modifié. Par exemple, le père qui va faire pression pour avoir ce qu'il veut de la mère ou d'un autre enfant, le jeune à l'école pourrait, par exemple, vouloir prendre le lunch, je ne sais pas comment vous dites, la boîte à lunch du petit copain parce que le dessert est plus intéressant. Il y a le type aussi hétérotypique qui donne une continuité relative et aussi des cas de résilience. Alors moi, je pense qu'il faut étudier tout ça et voir jusqu'à quel point on se retrouve dans ce genre de situation-là. Alors, ça veut dire qu'un tel angle d'analyse, si on le met, et pour simplifier, parce que je suis clinicienne comme plusieurs d'entre vous, on a plein de concepts, plein de théories. Des fois, on veut changer de théorie parce qu'on trouve que celle qu'on a prise n'est pas efficace. Bien, il faut supposer un processus d'interaction qui va être plus passif dans le cas d'une victimisation, dans l'internalisation, et plus expressive dans le cas d'une agression. Alors là, ce qu'on va regarder, et c'est encore plus complexe dans la transmission, quand les deux parents ont une histoire de victimisation. Donc, à ce moment-là, il y a un effet d'interaction. Oh là là! Je pense que je vais avoir juste le temps de vous présenter ce concept-là. Alors, si vous voyez tout au bas du diagramme, vous avez les 5 formes de victimisation. C'est recueilli à la suite d'entrevues du QHV, un questionnaire standardisé sur 1 heure. Alors, on a sexuel, physique, négligence, témoin de violence psychologique, et on a les pourcentages. Donc, ici, on a des dyades mères adolescents. Alors, ça veut dire qu'au lieu d'avoir seulement des pourcentages, on a la mère qui est liée à son adolescent. Les modèles statistiques nous permettent de faire ça et c'est récent. Alors, on a 269 dyades. Si vous voyez le profil bleu, c'est le profil où les lignes bleues sont les plus basses. Alors, ça veut dire que ça se rapproche un peu plus de ce qu'on voit dans la population générale quand Finkler fait ses études, par exemple. Alors, on voit que c'est davantage l'adolescent au niveau physique qui dépasse les 20 15 % mais il y a aussi témoins de violence comme telle familiale et psychologique. Ça, c'est pour l'adolescent et pour les mères, c'est psychologique, je m'excuse. On arrive après ça au profil vert. Bien là, l'adolescent est encore sous, mais c'est les mères qui ont un graphe très élevé. On dépasse les 70 % sexuels. Physique, on est dans les mêmes eaux, un peu en bas de 80. Et
témoins de violence, on est dans les 50%. Psychologique, au-dessus de 80%. Alors, vous voyez, le profil rouge, bien là, c'est le profil où on a le plus de courbes qui sont identiques entre l'adolescent et la mère. J'ai envie de juste vous montrer ceci. Ça, c'est les pères. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'on me dit que c'est terminé. Donc, j'attends vos questions et je vous dirais que j'avais mis bien d'autres choses, mais bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que la question vous donnera l'occasion de pouvoir poursuivre un petit peu. Enfin, c'est un peu l'objectif de la discussion. Vous l'avez évoqué un peu rapidement, la question des profils un peu résilients, c'est-à-dire ceux qui auraient tout pour, et puis finalement, ça ne se produit pas comme ça. Qu'est-ce que ces profils, l'étude de ces profils, j'imagine que vous avez eu des familles comme ça que vous avez suivies, vous apprend et nous donnerait quelques pistes quand même, effectivement, d'intervention. Ben, je pense, comme clinicien, il arrive toujours qu'on ait des mineurs qui ont commis des abus, qui proviennent de familles qui ont l'air beaucoup plus en santé, si je peux dire ça, et qu'il peut y avoir des erreurs de parcours. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à trouver des indicateurs qui nous permettent de les différencier, on peut être porté, en tous les cas, avec les traitements de groupe, par exemple, de donner le même type de traitement ou pas de traitement du tout et donc de ne pas être spécifique. Moi, je vous dirais, comme clinicienne et comme chercheur, je veux être très spécifique. Pourquoi? Parce que je pense que ces familles-là sont non seulement polytraumatisées, plusieurs, avec des problèmes socio-économiques, plusieurs enfants dans la famille et tout, et ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs problèmes à gérer et je pense qu'il faut être efficace. Donc, il faut trouver des interventions qui vont avoir des effets et moi, je travaille beaucoup pour amener la question des interactions du systémique pour sortir de cette situation-là. Peut-être parce que c'est plusieurs situations différentes. On pensait plutôt à la question des enfants dans des familles pour lesquelles il y a eu des violences sexuelles produites sur eux ou autres, et qui ont tous les facteurs de risque ou exposés à beaucoup de pornographie, et qui, malgré tout, dans leur parcours, ne se retrouvent pas du tout à être, eux, violents ou quoi que ce soit. Est-ce que de ces cas de résilience, en fait, par rapport à une situation où ils auraient dû, tout était programmé pour que ça se passe mal pour eux, ça se passe malgré tout plutôt bien, est-ce que ça nous apprend quelque chose? Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que ça vous apprend? Parce que vous l'évoquez. Bien, je l'évoque, mais je vous dirais, je suis en processus. Hein, il n'y a pas beaucoup d'études qui portent sur des adolescents bizarres et leurs parents, et ni non plus de cette envergure-là. Alors, j'ai une grande banque de données où je n'ai que par morceaux commencé à ressortir les éléments qui nous permettent de les distinguer. Une chose que je peux ajouter, par exemple, parce qu'on a traité les données, c'est qu'en plus de ce que vous venez voir au niveau des victimisations, j'ai déjà élaboré un questionnaire sur le déni minimisation, version auteur mineur et adulte, et version parents et partenaires de couple. Et quand on regarde les dénis par rapport aux délits qu'a commis l'adolescent, il y a beaucoup de correspondance. Alors, ce n'est pas seulement l'adolescent qui dénie, mais les parents aussi. Donc, si on passe ça sous silence, ça va être difficile que nos interventions aient un effet probant. Merci. Une question ici, là. Merci. Donc, Tristan Renard, je suis sociologue. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je vais poser une question un peu controversée sur le lien qu'on fait toujours entre les auteurs de violences sexuelles et le fait qu'ils étaient victimes plus jeunes. Alors, en posant ma question, je précise que j'apprécie votre travail, notamment dans le fait que vous
parfois on fait ce lien-là sans l'expliquer, que vous, dans votre travail, vous essayez de tisser des liens d'explication sur comment se transmet cette violence-là. Cela étant, pour moi, il y a quand même une question controversée, ne serait-ce que parce que les filles, déjà, sont parfois plus exposées que les garçons à la violence, et chez les auteurs désignés de violence, on a quand même beaucoup plus de garçons. Donc le cycle de l'abus sur la reproduction statistique, du coup, serait lié, est-ce qu'elle serait liée uniquement à la question du genre? Et puis, je trouve que les biais méthodologiques, souvent, sont très importants. C'est qu'on ne travaille que sur des personnes qui sont condamnées. On travaille sur des délinquants sexuels. Or, pour moi, il y a un biais de repérage. C'est que les délinquants sexuels, on recueille des données dans un contexte judiciaire dans lequel l'enjeu narratif est très important. Raconter son parcours à plusieurs acteurs, des experts, des juges, etc. Dans lequel ces mêmes acteurs incitent souvent à aller chercher les vulnérabilités, incitent à chercher les traces de violence, etc. Une étude qu'on mène actuellement là, sur les auteurs d'infractions liées à la pédopornographie, on retrouve parfois des perches qui sont tendues par des experts psychiatres. Un exemple, avez-vous été victime par rapport au fait que vous avez commis? Il faut quand même se poser la question. Et le condamné dit non. Et l'expert lui dit je vous laisse quand même 3 minutes pour réfléchir parce qu'on va quand même trouver. Puis parfois on part de quelque chose assez flou. Et puis au cours de la procédure judiciaire, on arrive sur tiens, on a repéré qu'il a été victime. Et donc je me dis, quand on est chercheur, comment on travaille sur ces données-là qui sont peut-être biaisées par ce contexte judiciaire. Et puis le deuxième point, pour moi, c'est la socialisation institutionnelle. C'est-à-dire qu'on compare souvent, et dans un de vos articles que j'ai lu, vous citez les titres de Céto, La Lumière, qu'on parle les délinquants et les délinquants sexuels. Et je me dis, en fait, les autres délinquants, quand on dit qu'il n'y a pas forcément de violence sexuelle, je me dis, est-ce qu'un trafiquant de drogue, on lui demande s'il a été victime de violence sexuelle autant de fois qu'on la pose à un délinquant sexuel? Oui. Pour la première question en rapport avec les filles, je vous dirais, depuis le tout début que je fais de la recherche, j'ai sollicité des filles qui ont commis des abus. Elles refusent de participer à la recherche. Carrément. Alors, il y en a que même j'ai traité et qui ont refusé. Et c'est le même phénomène que j'observe chez les femmes qui ont commis des abus, refusent de participer à la recherche. Alors là, on doit arrêter. Et l'autre chose, par rapport à CETO et tout ça, je n'ai pas le choix, moi, comme chercheur, de m'appuyer sur des auteurs qui travaillent dans mon domaine, même si je ne fais pas le même genre de recherche. Sans ça, je vais avoir l'air de dire les choses dans les airs qui s'appuient sur rien. Les chercheurs comme Céto et bien d'autres vont prendre des grands échantillons dans des bases de données, par exemple, chez nous, de la DPJ, par exemple, et tout ça, et vont faire des recherches sur le plan statistique avec certaines hypothèses et des choses comme ça. Je ne travaille pas comme ça. Je vous dirais, les données que vous venez de voir, c'est dans un projet famille, dans une première phase où il n'y avait pas d'intervention parce que je voulais aller valider des choses. Et dans la deuxième, depuis 2015, là, il y a un programme que j'ai monté, qu'on a appliqué pendant 1 an, qui s'appelle le programme Gaïa. Et là, j'ai suivi des familles. Est arrivée la pandémie, avec des effets qui ont été non sollicités et non souhaités. Hein, ça a mis un petit peu un branle-bas de combat là, au niveau des centres qui étaient associés à la recherche. Merci beaucoup. Je laisse le soin à notre présidente de clôturer la matinée. Bravo déjà, merci. Merci beaucoup. Et merci aux modérateurs qui ont tenu un rôle pas simple. On va laisser la commission d'audition se retirer en premier lieu. Et puis gagner le sel du ministère. Et ensuite, nous allons tous y aller. Et on se retrouve à 14h30 précis, s'il vous plaît.